Nous allons tout de suite plonger dans le vif du sujet avec notre premier intervenant. Il s'appelle Nicolas Anchaud. Il est le fondateur et directeur de l'EPFL plus ECAL Lab. Il est ingénieur, chercheur, directeur artistique. Il a développé une vision unique de l'innovation qui mêle créativité culturelle, pratique scientifique, observation humaine pour favoriser une inscription durable. Aujourd'hui, il se penche sur l'art et le design des pratiques fondamentales mais oubliées de l'innovation. Nicolas Anchaud, c'est à vous. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Bien le bonjour, ravi, je découvre ce lieu dont j'ai entendu parler beaucoup par mes différents collègues. Un lieu assez impressionnant par l'exposition, par toute l'activité aussi qui s'y déroule et les différents profils qui s'y rassemblent. J'ai essayé de faire une présentation différente. J'ai un peu cassé ce que je fais habituellement, donc c'est aussi un peu expérimental. Ça, c'est notre centre de recherche en design. L'EPFL ECAL Lab, c'est le centre de recherche en design de l'EPFL qui se trouve dans le bâtiment de l'ECAL. On collabore beaucoup avec l'ECAL, mais aussi avec pas mal d'autres écoles qui apportent différentes disciplines sur les sujets que l'on traite. Alors, j'ai un peu intitulé la chose dans le sens où ce serait peut-être bien que l'innovation retrouve un certain sens de progrès pour moi. Invention, innovation, progrès. Le progrès, c'est un peu l'utopie. Mais finalement, ce serait peut-être bien qu'on retrouve cette notion de progrès. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'observer les technologies depuis pas mal de décennies maintenant. J'étais journaliste scientifique il y a très longtemps, dans une autre vie, pour la télévision suisse d'ailleurs. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, qui d'entre vous est intéressé par le métavers, par exemple? Voilà. Vous le pratiquez régulièrement? Ah, oui. Qui pratique régulièrement l'usage des NFT? On pourra parler aussi de la TV 3D. Et tous ces objets-là, alors j'ai aussi les données sur le métavers, on nous promet toujours, si vous allez sur le site, par exemple, de certains grands consultants, comme McKinsey, vous allez voir qu'ils vous promettent toujours aujourd'hui 5 trillions de dollars de chiffre d'affaires pour 2030. Si vous regardez les vrais chiffres, ça marche pas très bien. On continue d'ailleurs à baisser dans les chiffres. Vous avez aussi que Apple, avec son masque de réalité virtuelle, ils vont probablement arrêter la production à la fin de l'année. Et donc, on met de la tech, on met toujours plus de tech, mais qu'est-ce qu'on en fait? On dit toujours que l'innovation accélère de plus en plus. Honnêtement, j'en suis pas toujours persuadé. Oui, on communique beaucoup plus, on a toujours beaucoup plus de technologies qui arrivent, mais ce qu'on en fait, le sens à ce qu'elles nous apportent, je trouve personnellement qu'il y a en tout cas des gros doutes et beaucoup d'échecs, de pertes aussi financières. Donc, tant pour les citoyens, pour l'économie, pour les pays, un gros problème. Il y a aussi la notion des archives, qu'on numérise tout. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait, par exemple? Voilà, c'est une grosse question. Et je pense qu'on a oublié vraiment ce qui a fait l'histoire du succès de l'innovation. Je prends l'exemple ici, assez facile, de l'architecture moderniste, ou plus particulièrement le temps du Bauhaus. Vous connaissez probablement ces deux éléments. À l'époque, qu'est-ce qui se passait vers début du siècle dernier? Des nouveaux matériaux. Alors, il y avait évidemment le béton armé, mais il y avait aussi la capacité à faire des grandes plaques de verre. Parce qu'on avait à faire flotter du verre sur des bains de métaux liquides et donc faire des plaques vraiment très très plates et donc produire des grandes surfaces. Mais là, on n'a pas juste cherché à vendre cette technologie. La chance qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des designers, des architectes, des artistes, Klee, Kandinsky et tous ces gens-là, qui se sont impliqués dans un mouvement pour donner du sens à ça. Quand j'ai du sens, ça veut dire qu'on va pas juste essayer de faire un truc un peu plus joli pour le vendre, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va repenser la relation entre l'intérieur et l'extérieur, la relation entre les gens, la relation à la lumière, et tout ça change considérablement notre contexte de vie, notre impact. Et du coup, des marchés, sur le plan économique, phénoménaux qui s'ouvrent. Mais c'est pas juste un effort de marketing, c'est vraiment un effort de production de sens. Et là-dedans, il y a du design, de l'architecture et de l'art. Ma forte conviction en observant le monde à travers toutes les conférences auxquelles je participe et nos travaux, c'est qu'on est devenu tellement ultra spécialisé, on est poussé à la spécialisation dans le domaine des technologies, mais aussi dans le domaine artistique. On fait partie des petits groupes, on est dans nos petits trucs pour 1000 ans, puis on produit notre prochain
machin qui va faire monter notre signature. On est dans la galerie telle et telle, pour finir au port franc. On est dans la technologie sur un domaine où on va publier et puis on va être reconnu par nos pairs dans un domaine très pointu. Tout ça fait qu'on a, je pense, beaucoup plus de peine à travailler entre nous. Alors bien sûr, il y a des lieux fantastiques comme ça. Il y a à la Commission européenne, il y a Start, par exemple, qui offre aussi des programmes. Mais ça sont souvent, de ce que j'observe, des éléments de niche, pour être très, très clair. Et donc on a vraiment une peine à reproduire du sens en mettant les disciplines vraiment ensemble pour de l'innovation à large échelle. Je vais essayer de vous montrer maintenant, pour pas être trop long non plus, quelques exemples de ce que nous faisons dans le laboratoire. Puis après, je vais vous montrer la méthodologie qu'on utilise parce que les exemples sont assez différents. Je vais passer celui-là assez vite. On travaille sur beaucoup de patrimoine. Je vais commencer par ça parce que ça, c'est vraiment dans les exemples de ce qui se passe autour, puisque vous avez des bâtiments sur l'horlogerie tout autour de nous. Voilà une marque, Vacheron Constantin, la fabrique est juste là derrière, qui n'a jamais cessé de produire. C'est une des rares marques qui a jamais cessé de produire des montres depuis 270 ans. Ils ont des archives extraordinaires sur les cabinetiers, comment ça se passait il y a plus de 2 siècles. Et ça, c'est ce qui crée vraiment la valeur particulière de leur patrimoine, qui contribue aussi pas mal au prix de la montre d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on arrive à exprimer ça? Alors, ils ont des archives. De temps en temps, ils avaient un invité qui permettait de voir l'archive. Ils ont fait quelques éléments de consultation, mais beaucoup en marketing. Et là, on a pu travailler avec eux. Alors, on a travaillé aussi avec Frédéric Kaplan, des Humanités Digitales, sur ce qu'on pouvait extraire de ces documents. Puis surtout, comment est-ce qu'on arrivait à créer à la fois un espace en 3D, on peut se promener totalement librement dans l'archive, et puis en même temps conjuguer des éléments narratifs qui partent d'objets physiques. Alors c'est une expérience qui a été maintenant implémentée. C'était fait il y a plus de 6 ans, les premières versions des interfaces. Aujourd'hui, ça continue à être déployé dans le monde entier. Donc on a des versions en mandarin, en cantonais, en coréen, en japonais, en français, en anglais, en arabe. C'était implémenté dans le monde entier et ça continue. Donc voilà un exemple, parce qu'on a réussi à développer des principes narratifs qu'on a réussi à comprendre, mais aussi à lier ça avec le monde réel, et tout d'un coup on a vraiment réussi à avoir une implémentation qui est non seulement à large échelle, mais en plus ça qui tient dans le temps. Donc ce qui montre quand on est capable de produire du sens avec ces technologies contemporaines, on a aussi de la durabilité. C'est pas parce qu'on a avec du numérique que c'est obsolète au bout de 6 mois. Donc ça, c'est un élément qui était vraiment intéressant et on a vraiment pu avancer sur les principes narratifs dans les univers 3D grâce à ce projet qui est implémenté notamment à New York au bas de la Vignoli Tower. Donc c'est assez sympathique. Pour montrer qu'on aborde des sujets aussi vraiment de fond, quand on parle de patrimoine, souvent donc on numérise tout dans les bibliothèques, dans les musées, ce qui est très bien, mais qui accède à ces informations? Pas beaucoup de monde finalement par rapport à ce qu'on peut montrer. Alors là, on a un partenariat avec la Bibliothèque de Fribourg, qui avait vu ce qu'on avait fait avec la Bibliothèque nationale, puis ils nous ont dit on aimerait bien faire quelque chose avec vous comme avec eux. Puis on a dit bon, maintenant je suis pas une agence, je suis là parce qu'il y a une vraie problématique. La problématique qu'on a définie finalement avec eux, qui est vraiment essentielle de mon point de vue pour la société, c'est dire aujourd'hui, si on veut pouvoir vivre ensemble sur un territoire donné, il faut qu'on ait quelque chose à partager, il faut un sentiment d'appartenance. Il faut qu'il y ait une composante d'identité collective. Sinon, qu'est-ce que j'ai à partager avec vous si on habite dans la même région? On a juste des raisons de s'engueuler, ou à peu près. C'est ce qu'on voit beaucoup. Donc ce sentiment d'identité collective qui a tendance à se perdre parce qu'on a beaucoup d'identité collective par rapport à nos nouveaux centres d'intérêt, c'est important aussi de la souligner par rapport au territoire. Et qui a les documents ou les éléments qui permettent de construire cette identité collective? Ce sont les bibliothèques qui conservent des manuscrits, des documents, des cartes. Alors, est-ce qu'on arrive à extraire de ces documents une interaction ou une proposition qui fait que les gens ressentent un sentiment d'appartenance? Alors là, on a fait une installation où il y a 2 utilisateurs et puis ils cherchent à partir de certains critères personnels des éléments qui vont leur sortir des archives et avec de l'intelligence artificielle générative, on va créer des petites histoires qui font qu'on va relier l'image avec ce que leurs grands-parents, leurs parents ont peut-être vécu. Parce que sinon, je vois une image, elle ne me correspond pas. Donc on essaie de recréer ça, et puis on voit maintenant qu'on arrive à vraiment créer cet attachement avec une archive qui n'est pas la leur,
mais tout d'un coup, on arrive à recréer ce lien avec l'identité collective, quelque chose de fondamental pour nous. Alors, c'est des expériences assez complexes, parce qu'on implique beaucoup de processus là-dedans. Donc, vous verrez que je vous montrerai le processus. En fait, on a des designers, on a des ingénieurs qui travaillent avec les autres laboratoires de la PFL, mais après, on fait un truc qui est super cool. Alors, moi, je peux dire que je suis un génie, que c'est fantastique, mes gens sont géniaux. Ok, mais qu'est-ce qui vraiment fonctionne dans un contexte réel? Quels sont les principes qu'on va pouvoir utiliser sur d'autres installations pour les projets futurs? En fait, on n'en sait souvent rien. Mais là, on a la chance d'avoir intégré la partie psychologique dans notre laboratoire. Donc, dès le début des expériences, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir observer, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer quantitativement, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer qualitativement et qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment apprendre et donc publier comme connaissance qui nous permet de dire ah oui, ça marche vraiment, ça, les gens trouvent ça super cool, il y a un wow effect, mais en fait derrière, ils n'ont rien compris. Ça arrive assez souvent dans l'innovation. Donc ça, on l'a testé, par exemple, on va à la bibliothèque avec des milieux plus érudits, mais on va aussi au comptoir d'An Didier à 10h le soir, où il y a pas mal de paysans qui arrivent et qui interagissent avec ça, et c'est ça qui est super intéressant, parce que des fois, ils reconnaissent les éléments, ils disent « Ah, on voit qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance dans un territoire rural ou pas. Il y a une réaction qui est peut-être plus émotionnelle et qui est extrêmement intéressante. Et quand on arrive à joindre des gens de différents univers, on arrive à rassembler le public, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Cette image n'est pas une image faite par de l'intelligence artificielle. Et on s'est aperçu qu'une des vaches, son nom, c'est écrit sur l'oreille, elle s'appelait Nokia, donc c'est assez drôle. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est aussi la santé. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est-à-dire on travaille sur les patrimoines, la santé, dans des sujets qui sont quand même pour la société très importants. Alors, pour donner un exemple de ce que le design peut faire, aujourd'hui, on arrive à bout touchant pour bientôt démarrer des essais cliniques sur des nouvelles thérapies pour l'acouphène. Donc ça, on touche une quantité de gens considérable. Aujourd'hui, une des thérapies pour l'acouphène, c'est de dire, voilà, on va essayer d'entraîner le cerveau, parce que c'est le cerveau qui produit l'acouphène dans la grande partie des cas, à faire autre chose que de produire l'acouphène. On va essayer de le distraire, sa capacité à produire l'acouphène pour faire autre chose. Pour ça, on demande aux patients de faire des exercices cérébraux assez simples, mais on doit lui donner un neurofeedback, c'est-à-dire lui montrer s'il est proche de la zone du cerveau qui génère l'acouphène, est-ce qu'il va dans la bonne direction dans l'exercice qu'il fait ou pas. Il y avait des échelles de 1 à 10, ça marchait très très mal parce que vous devez faire une dizaine, une quinzaine de sessions de 40 minutes. C'est absolument pas motivant, ni dans ce que vous voyez, ni dans ce que vous pouvez croire en termes d'impact. Et donc là, on a fait un premier vraiment framework complet de design sur comment est-ce qu'on va visualiser, permettre au patient de visualiser son exercice, le retour de la machine pour qu'il puisse améliorer son exercice. Donc on travaille avec l'hôpital universitaire de Zurich. Avec ça, on travaille avec différentes parties d'ingénierie en intelligence artificielle, avec de la psychologie à l'université de Fribourg, l'université de Berne. Donc c'est un assez gros projet fonds national. Et donc les essais cliniques vont démarrer tout bientôt. On vient de publier d'ailleurs sur les premiers éléments du framework visuel, comment est-ce qu'on peut générer des images qui seront intéressantes pour les patients et qui surtout ont de l'impact. Et là, une dimension vraiment artistique qui intervient, culturelle, perceptive dans ce processus. Donc, vous voyez que le design et la dimension artistique peuvent intervenir au cœur du dispositif médical vers des nouvelles thérapies, mais bien sûr, il faut comprendre l'impact. Et puis, il y a un troisième sujet qu'on aborde, c'est l'environnement et la notion de durabilité. Alors, juste un exemple de projet qui aussi nous paraît extrêmement important. Aujourd'hui, parfois, on a tendance à raconter des choses sur l'environnement sans comprendre grand-chose. C'est-à-dire qu'on va se battre politiquement pour ses intérêts, mais sans avoir vraiment regardé ce qu'on connaît sur l'environnement. On va prendre un exemple très concret. On est en train de faire un démonstrateur dans le Val-de-Bagne. Et là, l'objectif, c'est quand les gens doivent prendre des décisions sur l'eau. C'est pas je viens dans la négociation juste parce que j'ai mon intérêt économique. Ce qu'on veut, c'est que d'abord qu'ils aient une compréhension, une perception de ce qui se passe vraiment dans la montagne. Donc on équipe la montagne de capteurs, mais ça c'est des capteurs scientifiques. Donc on essaie de voir comment est-ce qu'on les traduit dans des indicateurs, et puis surtout comment est-ce qu'on les ramène auprès des gens qui vont être le président de commune, les agriculteurs, ceux qui s'occupent du tourisme, etc. pour arriver parce qu'ils partagent les mêmes données, qu'ils les comprennent, ils disent bon ben finalement on comprend ce qui se passe, on comprend la situation, et on va discuter ensemble à partir de ça pour prendre une décision informée. Et je pense que si on veut avancer dans les contextes d'environnement, il faut au moins qu'on puisse prendre des décisions informées et reconnaître les données qui se passent, avoir confiance dans ces données, ces indicateurs, et donc pouvoir vraiment partager ça ensemble.
Donc ça, on espère voir les premières interfaces d'ici 12 à 18 mois. Mais si on va faire ça dans ce contexte-là, il y a une partie de design, de compréhension des données, mais de représentation, y compris culturelle, qui est essentielle là-dedans, pour qu'on induire un dialogue nouveau par rapport à l'environnement. Alors, des projets très concrets, mais avec une dimension culturelle artistique importante. Alors ça, une méthodologie. Pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on veut apporter cette dimension humaine dans l'innovation pour arriver à une compréhension, une adoption avec la dimension émotionnelle. On veut essayer d'implémenter des choses. La moitié nos projets sont implémentés et fonctionnels parce qu'on fait des tests avec des vraies personnes dans des situations réelles. Donc, on doit faire des prototypes avancés. Et puis, l'objectif, c'est aussi d'avoir une connaissance qu'on peut appliquer dans d'autres domaines et qui est transférable. C'est-à-dire que d'un projet à l'autre, on comprenne un peu mieux la situation et ce soit pas juste une course à la réputation artistique ou autre. Donc, pour ça, je pars dans le détail. La méthodologie est pas simple quand même, parce qu'on va essayer de conjuguer une méthode scientifique, on va essayer de savoir ce qui s'est fait avant, et puis, merci, oui, je crois que c'est bon, on va essayer de conjuguer une méthode scientifique, c'est important de savoir ce qui s'est avant. On a le droit de faire des erreurs dans l'innovation, mais il faut moins qu'elle soit originale. Donc tout ce savoir, cette revue de littérature, d'état de l'art est extrêmement important. On va apporter aussi la créativité culturelle, artistique là-dedans. On va apporter aussi l'observation et le partage avec les humains. Attention, les humains ne disent pas forcément, ils disent que la perception de ce qu'ils ressentent, mais pas forcément de situation qui est juste. Je donne un exemple. Quand on disait « Ah, vous voulez quoi comme train pour aller à Zurich depuis Genève ?» On veut un train qui va plus vite. Alors oui, on vous met un train qui s'incline dans les virages, puis à Yverdon, vous sortez le vomiting bag. Raté, en fait, ce que vous voulez, c'est perdre moins de temps, c'est pas forcément aller plus vite. Donc c'est pour ça que je dis, quand on va essayer de comprendre ce dont a besoin l'humain, c'est pas toujours simple. Et puis à partir de là, on va formuler une hypothèse, et puis on va faire un prototype qui est implémentable en situation réelle, avec des personnes, des utilisateurs réels. Et là, on va mesurer ça avec nos compétences en psychologie, cognitif, émotionnel, etc., pour essayer de vraiment caractériser l'impact, apprendre ça, réviser le tout, aller de l'avant. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est pouvoir, la dissémination, c'est partager les connaissances qui sont générées par les projets, et puis, si possible, apporter des solutions sur le terrain, donc avoir des projets qui sont implémentés. Voilà, je finis juste, si j'ai encore le temps, une petite vidéo. Un projet, alors parfois on a des projets étonnants. Ça c'est un projet qui est lié à la méditation et qui a été implémenté. Le projet a été implémenté dans le plus grand centre taoïste d'Europe, qui se trouve en Suisse. Les résultats scientifiques ont été publiés, qui montrent qu'on peut faire de la méditation, supporter la méditation individuelle et collective, ce qui est assez original et particulier, basé sur des sensations, des paramètres corporels. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que récemment, on a des contacts avec des centres hospitaliers qui veulent voir comment est-ce qu'on peut mieux traiter le délirium. Et en fait, les paramètres qu'on a dans le délirium, donc on est déconnecté de la réalité vraiment
daily de la situation réelle, en fait, sont les mêmes paramètres que ce qu'on a ici pour favoriser en fait la méditation, c'est-à-dire la variabilité du rythme cardiaque, la respiration, et puis qu'est-ce qu'on a encore, la conductivité de la peau. Et donc, les traitements peuvent se faire vraiment par la lumière, par du son, ce qu'on a ici. Donc, on voit que ce qu'on fait dans le domaine de la méditation, qui est plutôt dans la notion du bien-être, peut être appliqué aussi dans les éléments thérapeutiques et peuvent être transposés d'un domaine à l'autre, et ce qui est particulièrement prometteur et intéressant pour nous. Évidemment, ça a été à peu près 3 ans de travail pour arriver à avoir tous les signaux qui fonctionnent, comprendre les différents mécanismes, pouvoir le publier, l'implémenter. Mais aujourd'hui, c'est vraiment implémenté au cœur du temple et c'est utilisé. Donc c'est une belle rencontre entre une philosophie multimillénaire et puis du design contemporain, la technologie contemporaine.